Sans la caméra qui a tout enregistré, personne ne l'aurait cru. Nous parlons d'une déclaration si absurde qu'on la prendrait pour une satire si elle ne provenait pas directement de la chancellerie. Imaginez un instant. Sans la caméra qui a tout enregistré, personne ne l'aurait cru. Nous parlons d'une déclaration si absurde qu'on la prendrait pour une satire si elle ne provenait pas directement de la chancellerie. Imaginez un instant. Friedrich Merz, notre chancelier fédéral, se tient là et affirme en substance que la guerre en Ukraine dure désormais presque 4 ans. Plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Attendez une seconde. La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. 6 ans. 6 longues années. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire allemande et européenne, qui a coûté des millions de vies et qui façonne encore aujourd'hui notre conscience collective. Et voilà qu'une telle phrase tombe, prononcée par le sommet de l'État. J'étais assis là, incrédule, me disant que ce n'était tout simplement pas possible. Sans cette caméra qui a tout capté, personne ne l'aurait cru. C'est devenu viral, partagé par Julian Reichelt et par beaucoup d'autres, et cela a déclenché de vives discussions. Reichelt a commenté avec justesse qu'il ne pouvait pas s'expliquer comment on en arrivait à de telles thèses historiques. Et je dois dire que je me pose la même question. Bien sûr, on peut débattre des détails. La fin était-elle en mai 1945 avec la capitulation de l'Allemagne ou en septembre avec celle du Japon? Mais nous parlons de 5 ou 6 années, pas de 4. Ce n'est pas une petite erreur. C'est une banalisation de l'histoire. Les erreurs arrivent, les lapsus arrivent. Personne n'est infaillible. Mais lorsqu'il s'agit de l'un des chapitres les plus centraux de l'histoire allemande, le chiffre doit être exact. Point final. Peut-être que ce n'était vraiment qu'un lapsus. Dans ce cas, une clarification rapide serait essentielle car les mots ont du poids, surtout lorsqu'ils viennent d'un chancelier. À une époque où la confiance dans la politique s'effrite, de telles déclarations agissent comme de l'huile jetée sur le feu. Cela me laisse sans voix, non pas pour des raisons partisanes, mais parce que la précision historique n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce simplement un lapsus, un moment d'inattention, ou bien le signe d'un problème plus profond dans notre rapport à l'histoire? Écrivez-le en commentaire. Mais ce n'est que le début, chers amis. Cette déclaration n'est pas un cas isolé. Elle est le symptôme d'un gouvernement qui semble détourner le regard face à la réalité. Et maintenant, la situation se complique sérieusement pour l'Allemagne. Comme si nous n'avions pas déjà assez de difficultés avec cette transition verte, cette obsession pour l'air, le vent et le soleil dans un pays industriel de haute technologie comme le nôtre. À présent, nous sommes confrontés à une véritable guerre de l'énergie sur notre propre sol. Une prise de contrôle hostile de notre approvisionnement stratégique. Voilà la dure réalité. Le gouvernement fédéral allemand apparaît humilié, relégué au second plan comme un écolier puni, moqué et dépouillé. Au final, ce sont les citoyens allemands qui paient l'addition. Le contribuable, chacun de ceux qui se chauffent ou font le plein. C'est un véritable scénario catastrophe. Expropriation, pression, boycott, annonce d'escalade. À cela s'ajoute la pénurie de gaz. Les réserves baissent encore et encore. Le seuil des 20% est déjà en vue. Encore 2 jours et ce sera terminé. Sous la barre des 20% et le couperet tombe. Pendant ce temps, l'Union européenne ne trouve rien de mieux à faire que de pointer l'Allemagne du doigt et de préparer un nouveau paquet de sanctions énergétiques. Et d'après des fuites, une chose devient claire. Il y a en Europe un numéro 1 des faucons anti-russes, Friedrich Merz. Il aurait fait inscrire une clause de sanction d'une sévérité inédite pour frapper la Russie. Suicidaire, autodestructeur. C'est en tout cas mon opinion. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette escalade est-elle une pièce supplémentaire d'un plan dirigé contre notre approvisionnement énergétique? Écrivez-le en commentaire. Franchement,
Qui a encore besoin de cette Union européenne ? Elle devient un danger pour chaque citoyen. Prenons les normes européennes de CO2 pour les poids lourds. Elles ont été relevées par ceux-là même qui les imposent, et maintenant on se contente de les étaler sur quelques années. Sur le fond, rien ne change. Mais le choc des prix pour les consommateurs, lui, arrive. C'est un instrument de ponction. On explique aux citoyens qu'il s'agit de sauver la planète, alors qu'en réalité, la vie devient tout simplement hors de prix. L'industrie automobile obtient un semblant de sécurité de planification parce qu'elle peut différer ses objectifs de CO2 aux effets potentiellement destructeurs. Mais les objectifs finaux restent extrêmement élevés et les particuliers doivent se préparer à des restrictions et à des coûts croissants, en plus des prix déjà exorbitants de l'énergie. C'est l'extension du système européen d'échange de quotas d'émissions aux bâtiments et aux transports. Les prix des carburants et du chauffage flambent. Essence, diesel, fioul, gaz naturel. Tout est soumis à une tarification du carbone. Plus de prix fixe, seulement l'offre et la demande. Et une Union européenne qui restreint artificiellement l'offre. Les prix explosent. Et, dans la foulée, ils réclament une réserve nationale de gaz, tout simplement hors de prix. La précédente a coûté 9 milliards d'euros, financée par un prélèvement sur le consommateur final. On ne nous demande pas notre avis. On nous envoie la facture, voilà tout. Regardez les pompes à chaleur. Lors des coupures de courant à Berlin, beaucoup tombent en panne, restent inutilisables pendant des mois, pièces de rechange introuvables, valves défectueuses. Et malgré cela, ils poursuivent dans la même direction. Ce n'est pas la première fois. Hiver 2021, Trading Hub Europe, mandaté par l'État. 9 milliards d'euros. Encore une fois financé par la contribution sur le stockage du gaz. Et pendant que nous essayons d'encaisser cela, le prochain conflit énergétique européen se profile déjà. Le gouvernement fédéral examine des garanties de plusieurs millions pour un projet gazier en Argentine. La Russie est à notre porte, mais nous voulons du GNL venu d'Amérique et maintenant d'Argentine. Fin 2027 peut-être. Sécurisé par des crédits financiers non liés, par des garanties accordées par l'État allemand aux banques. Et si les banques font faillite, c'est l'État allemand qui paie. Donc nous, le contribuable, finance cette aventure. Et ils élargissent encore le champ des sanctions. Ça gronde au sein de l'Union européenne. Expropriation exigée, menace brandie. Voilà la nouvelle solidarité européenne. Ursula von der Leyen, CDU, en étroite concertation avec Friedrich Merz. Des sanctions à l'échelle de l'UE, un 20e paquet, comme si les 19 premiers avaient été un franc succès. Ils visent des pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, des compagnies pétrolières, des terminaux. Bruxelles prend même pour cible des ports situés dans des pays tiers. Une politique intrusive. Avec cette ligne anti-russe, nous nous mettons à dos le reste du monde. Et qu'en est-il de l'Ukraine ? Elle se retrouve désormais devant les tribunaux. Zelensky et son gouvernement. Pas seulement en raison d'accusations de corruption à répétition, mais aussi à cause du sabotage de Nord Stream, prétendument mené avec la participation d'acteurs américains et polonais. De nouveaux éléments viendraient appuyer ces soupçons. En Hongrie, en Slovaquie et en Ukraine, la situation s'aggrave de façon spectaculaire. Pression, blocage, veto. L'oléoduc Druzhba est vital pour Budapest et Bratislava. Après une attaque russe qui l'a brièvement mis hors service, il serait à nouveau opérationnel selon Viktor Orban. Pourtant, Kiev en entraverait le fonctionnement. On annonçait une reprise des livraisons le 20 février, puis le 24, et toujours rien. Depuis le 27 janvier, l'Ukraine interrompt les flux d'énergie russe, malgré une dérogation accordée par l'Union européenne. La Hongrie puise désormais dans ses réserves stratégiques. 250 000 tonnes de pétrole brut sont libérées. En parallèle, Budapest brandit la menace de représailles.
suspension des exportations de diesel vers l'Ukraine, examen d'autres mesures. À Bruxelles, la Hongrie et la Slovaquie bloquent plusieurs demandes politiques de Kiev. Elles envisagent même de restreindre les livraisons d'électricité et de gaz vers l'Ukraine, alors même que celles-ci sont essentielles à la survie du pays. Et l'Allemagne ? Beaucoup redoutent déjà que Friedrich Merz intervienne bruyamment et offre du gaz et de l'électricité allemand à l'Ukraine. Ils ne peuvent pas payer, alors les crédits passent par nous, des prêts que personne ne reverra jamais. Orban parle ouvertement de chantage de la part de Zelensky. Des milliards d'aides et une adhésion à l'UE en échange de concessions politiques. Budapest et Bratislava accusent la Commission européenne de ne pas protéger ses propres États membres. L'Ukraine n'est ni membre de l'UE ni de l'OTAN. Et pourtant, elle domine l'agenda. Orban exige que les responsables du blocage du pipeline rendent des comptes. À Washington, il déclare en substance que ceux qui paralysent Druzhba sont les mêmes qui ont fait sauter Nord Stream. Et malgré cela, aucune conséquence. Les milliards continuent de couler, alors même que des infrastructures allemandes ont été détruites. Une situation tout simplement incroyable. Un retraité traite Merz de Pinocchio sur Facebook. Une plainte suit immédiatement. Mais qui s'est réellement frayé un chemin jusqu'à la chancellerie ? Entre Orban, Zelensky et Bruxelles, l'escalade totale menace. La Hongrie et la Slovaquie envisagent de restreindre l'approvisionnement en électricité vers l'Ukraine. Les lignes bougent. Mais vers quoi cela nous mène-t-il ? Parallèlement, les réserves de gaz allemandes chutent de manière alarmante. À peine 20,65% de taux de remplissage et chaque jour, les stocks diminuent encore. 2 jours, sous la barre des 20%. Et après, blackout. Personne ne fournit de réponse claire. Pourtant, le gouvernement fédéral empêche activement toute remise en service de Nord Stream. Une conduite serait encore exploitable. 3 ont été détruites. Des rapports évoquent des investisseurs américains, des milliardaires proches de Trump, qui envisageraient de racheter Nord Stream pour agir comme intermédiaire. Acheter du gaz russe, puis le revendre à l'Europe avec une marge. Une dépendance accrue au GNL américain. Un véritable étau. Dans le même temps, certains affirment que le sabotage aurait été une opération ukrainienne soutenue par des partenaires occidentaux. La Cour fédérale de justice parle d'une implication étatique. Un journal français évoque même un appui international. Le résultat ? Des infrastructures allemandes sont attaquées pendant que Berlin continue de transférer des milliards. L'attaque la plus grave contre notre approvisionnement énergétique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et politiquement, rien ne se passe. Pour l'Allemagne de l'Est, c'est particulièrement dramatique. L'industrie s'arrête, des projets sont abandonnés. À cela s'ajoutent des discussions secrètes autour d'un accord sur les pipelines. Des investisseurs américains achètent, la Russie livre, l'Europe paie la différence. Merz reste sur une ligne dure anti-russe, durcit les sanctions, tandis que l'énergie russe revient en Europe par des détours, par exemple via l'Inde. Nous payons 2 fois. Des critiques comme Fabio De Masi accusent le gouvernement de livrer des armes à un système corrompu tout en important simultanément du gaz de fracturation américain. Les sanctions prolongeraient les conflits, feraient grimper les prix et renforceraient les grandes entreprises américaines. Voilà l'accusation. L'OTAN s'en mêle également. Des raffineries comme PCK Schwedt sont sous les projecteurs. Les débats sur les expropriations battent leur plein. Michael Kellner réclame ouvertement la suppression des parts russes. Les infrastructures stratégiques deviennent un terrain de jeu géopolitique. Que se passe-t-il réellement ici ? L'Allemagne semble désorientée,
tandis que des acteurs internationaux imposent leurs intérêts. Le gouvernement se sanctionne lui-même. Les prix de l'énergie augmentent. L'incertitude grandit. Notre pays est en état